Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le 18 février et notre sujet d'aujourd'hui c'est de vous parler du burn-out. Alors le burn-out, il touche tous les secteurs, le secteur hospitalier, en milieu scolaire, l'entreprise et même dans la vie privée. Donc c'est pour ça aujourd'hui c'est un sujet d'actualité et qui touche tout le monde. Malheureusement les gens ne se rendent pas compte quand ils sont dedans et c'est pour ça il est de mon devoir de vous avertir sur certains aspects, et sur certains réflexes à prendre dans votre quotidien pour ne pas sombrer dans ce burn-out. Au programme, burn-out en entreprise, en milieu professionnel et milieu privé, comme je vous ai dit, le mécanisme physiopathologique, la symptomatologie, le traitement préventif et curatif. Les chiffres que je vais vous donner sont tout simplement hallucinants. Le burn-out touche 490 000 nouveaux cas chaque année en France. Ce sont les chiffres de l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique. Le burn-out avec la dépression sont la deuxième cause d'invalidité au niveau professionnel après les maladies cardiovasculaires. 10 000 affections psychologiques reconnues en accident de travail en 2016 et 600 cas reconnus comme maladies professionnelles par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Alors, pourquoi en est-on arrivé là? Parce qu'un mécanisme physiologique de survie se transforme en mécanisme de maladie. En d'autres termes, un mécanisme fonctionnel qui est censé nous protéger en cas de danger se retourne contre nous. Il y a deux chercheurs suisses, qui sont Philippe Rotland et Peter Werder. Ils ont conceptualisé en 2007 deux nouvelles causes du burn-out, qui sont le bore-out, qui est l'épuisement cérébral par inactivation forcée, ce qu'on connaît communément la mise au placard ou mise au frigo. Ajouté à ça le brown-out, alors plutôt qui touche des gens actifs, des responsables par exemple, un chef d'équipe qui est actif mais qui n'a pas droit de décision ni de créativité avec son équipe. Il applique à la lettre les instructions de la direction. Au bout d'un certain temps, il va se rendre compte qu'il est inutile, que n'importe qui peut faire son travail. Donc son travail n'a aucune signification. Deuxième cause du burn-out, c'est un travail qui n'est pas en accord avec ses valeurs morales. Quelqu'un qui travaille dans une sandwicherie industrielle, du pain surgelé avec des produits dont on connaît peu la traçabilité, au bout d'un certain temps, il se rend compte qu'il contribue à la malbouffe et donc du coup, il va se culpabiliser, il va manquer de confiance en lui et donc il va tomber dans un brown-out. Donc brown-out plus burn-out, ça fait 32% des salariés. Vous imaginez un salarié sur 3, il est dans ce cadre-là. Ça, c'était les résultats d'une enquête, qui s'appelle l'enquête ESCA, qui est publiée par François Brouillant dans la revue internationale de psychologie. Trouvez-vous normal le nombre de gens pour qui le travail est synonyme de cauchemar? Trouvez-vous normal le nombre de gens qui n'ont aucune envie de créativité ni d'avancer? Tout ça, c'est à cause du stress. Alors, le stress modéré et bref, il est plutôt bénéfique. Parce que c'est ce qui nous réveille le matin, c'est ce qui nous pousse à agir, c'est ce qui fait qu'on fait notre travail consciencieusement, c'est ce qui fait qu'on arrive à l'heure à nos rendez-vous. C'est un stress qui est modéré, bref, il est plutôt bénéfique. Le problème quand ce stress devient chronique. Alors, chronique, interminable, quotidien, là, on est dans le brouillard. Vous imaginez, quand on est débordé, on a beaucoup de travail, on a un dossier sous les yeux, on essaie de lire, mais on ne comprend rien du tout. Les mails tombent, on regarde dans les mails, on n'est pas capable de lire une ligne. Le travail s'accumule, le stress aussi, la peur et la panique, incontrôlée, devient notre mode fonctionnel. Laissez-moi vous décrire les lundis matins, ou les débuts de semaine, ou les débuts de mois, pour ceux qui vivent dans le stress chronique. Alors, le week-end, normalement, c'est un moment de repos, mais il passe très très vite. On a tous connu des week-ends qui passent à la vitesse d'éclair, alors que la semaine en rame est interminable. Le lundi matin, on a un rapport, nous avons des chiffres à présenter, un plan d'action, chacun dans son domaine de manière différente.
Et donc le stress commence à s'installer dès le samedi. Le soir, on est à table avec tout le monde, on essaie de rigoler, mais le cœur n'y est pas là. Au moment où on commence à penser à ce rapport. On essaie de rigoler, mais rien à faire, la tête est déjà dans le bureau. On panique. Le samedi passe, dimanche arrive, la pression augmente encore, on commence à tourner en rond avec des scénarios, des idées cauchemardesques qui tournent en boucle dans la tête, comme ça, sur des scénarios de catastrophe. Comment on va se casser la gueule devant nos collègues et devant le patron. Et ça nous empêche de dormir. Lundi matin arrive, on est sur le lieu du travail, on essaie de relire le rapport, on n'est rien à faire, on peut pas, la concentration n'est pas au rendez-vous, on s'arrête, on se lève, on va dans le couloir, on prend un café, on croise un collègue, il fait une plaisanterie, on rigole de manière mécanique, on retourne au bureau, on s'assoit, on essaie de relire, rien à faire, la concentration n'est pas là. La panique s'installe, le corps s'emballe, on transpire, on tremble, on risque une crise cardiaque. On est vraiment dans le danger. Là, on est dans le danger. Et puis, c'est le moment de la présentation. La seule envie à ce moment-là, c'est de fuir. Parce qu'on est en mode de survie, donc en mode fuite. On a envie de s'enfuir. Et donc, du coup, on va balancer notre rapport comme ça. Et puis, c'est pas si mauvais que ça. Puis, oui, il y a des points d'amélioration, mais en gros, ça s'accepte. Et puis, ils savent très bien, nos collègues et puis notre direction, qu'on n'est pas forcément seul responsable de nos chiffres, surtout quand ils sont mauvais. Un plan d'action est toujours respecté par rapport à nos moyens. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on a anticipé est énorme par rapport à la réalité. Parce que, en fait, on est humain, et ce qui va se passer, ça se comprend, et puis on n'est pas les premiers ni les derniers, on passe tous par des périodes difficiles, et que ça se comprend. Donc, une remarque par ici, un point d'amélioration par là, et du coup, ça s'est bien passé. Alors, pourquoi nous, on a anticipé? La peur, elle vient d'où? Elle vient de nous, de l'intérieur. Nous, on a prévu une catastrophe, alors qu'en réalité, c'est pas si catastrophique que ça. Tout ça, c'est à cause de quoi? À cause d'une hormone, l'adrénaline. Alors, cette adrénaline, quand le cerveau reçoit un message de danger, il se met en mode adrénergique. Donc, il va commencer à sécréter, à donner l'ordre, en fait, de sécréter une grande quantité d'adrénaline. Cette adrénaline, on connaît son mécanisme de fonction, elle va s'adresser au secteur central, c'est-à-dire cœur, les vaisseaux, elle va augmenter la pression artérielle, elle va augmenter la fréquence cardiaque, elle va ramener le sang de la circulation périphérique pour l'injecter dans la circulation centrale, l'aorte, les artères fémorales, jusqu'aux jambes pour préparer la personne à la fuite. Ça, c'est quand on se sent en danger. Imaginez si cette situation se prolonge, et c'est pas fini. Parce que les fonctions centrales donc, sont surexcitées à cause de cette adrénaline, et toutes les autres fonctions sont bloquées. Tout, c'est-à-dire l'immunité, la digestion, la reproduction, la réparation cellulaire, tout ça c'est bloqué. Ça c'est au niveau physique. Maintenant au niveau cérébral. Cette adrénaline, elle va aller agir beaucoup plus au niveau du cerveau limbique, parce que c'est là où le siège de notre émotion, de nos émotions, de notre instinct, de notre mémoire instinctive surtout. Et donc, ça va agir à ce niveau-là et bloquer tout le reste du cortex, le siège de la raison et de la logique. Et donc, elle va bloquer le mental et agir à travers que l'instinct et l'émotion. Une forte émotion d'instinct, de fuite, hop, on fuit. Ça, c'est l'action de l'adrénaline. Maintenant, notre corps, il est en sur-régime. Et quand il est en sur-régime, il a besoin d'énergie. Où est-ce qu'il va chercher cette énergie-là? Ce qui arrive par l'alimentation est peu par rapport à ce sur-régime, si vous voulez. Et c'est là où le cortisol y rentre en jeu. Alors, d'après les études du docteur Bruce McEwen,
Adrénaline plus cortisol, 80% des maladies chroniques et des maladies auto-immunes. C'est-à-dire sclérose en plaques, psoriasis, polyarthrite rhumatoïde, même les cancers. Et ce cortisol, qu'est-ce qu'il va faire? Justement, pourquoi ces maladies-là? Parce que ce cortisol, il va transformer notre corps en une vraie machine à détruire, à destruction des réserves pour les transformer en sucre. Et en même temps, il va bloquer l'action du pancréas. Donc, il va y avoir une arrivée massive de sucre pour répondre aux besoins de ces cellules, et il va empêcher l'insuline de les stocker. Parce que sinon, c'est incohérent. Donc, il va détruire le muscle, les fibres musculaires, pour les transformer en sucre. Et là, on est dans une destruction cellulaire massive. Donc, quand c'est bref, quand c'est un instant de danger, oui, ça passe, parce que la nature est faite comme ça. Mais si ça dure, c'est là où on est vraiment dans le danger. Alors, cette adrénaline, au niveau synaptique, elle va arriver sous forme, elle est englobée dans des vésicules, sous forme vésiculaire. Alors, elle va se diffuser par exocytose. C'est un mot scientifique. Ça veut dire qu'elle va être expulsée de ces vésicules pour partir dans l'espace intersynaptique et être reçue par les récepteurs spécifiques à cette adrénaline. Alors pour cette expulsion, il faut un ion calcium. Et où est-ce qu'on va chercher l'ion calcium? Dans les réserves, c'est-à-dire dans l'os. Donc non seulement on a les réserves lipidiques, les réserves musculaires et les réserves osseuses aussi. Donc vous voyez, on est vraiment dans un cycle catabolytique vraiment par excellence. Alors, comme je vous ai dit, le burn-out ne touche pas que les salariés ou les gens actifs. Il touche aussi donc la future jeune maman ou les parents aussi, parce qu'ils ont un train de vie, une routine habituelle, et l'arrivée d'un nouveau-né ou des jumeaux, eh ben, ils vont tout bouleverser, le rythme, et donc du coup, comme on anticipe une catastrophe, comme d'habitude, ben, on se trouve dans un burn-out avant que les enfants arrivent. Il y a le burn-out de l'adolescence. Vous savez, l'adolescence, c'est un boom hormonal, c'est crise identitaire, construction de la personnalité. Certains adolescents se sentent un peu rejetés de la société, et donc du coup, burn-out. Les aidants, alors ça on ne fait pas très attention, mais les gens qui ont des personnes à charge, handicapés, tétraplégiques, là aussi ces gens-là sont à risque de burn-out. Les retraités, retraite égale retrait, donc un manque de reconnaissance professionnelle, et donc ces gens-là se sentent inutiles, et donc du coup baisse d'estime de soi, et pareil, ils sont à risque de burn-out. Et les saisonniers, il y a des burn-out aussi, même des vacances. Alors c'est dû à l'accumulation. Et puis ces gens, enfin, ils ont un compte à rebours, ils veulent se reposer, mais plein d'idées viennent en tête, et donc du coup, ils gâchent leurs vacances, arrivés sur le lieu de travail, ils ne se sont pas reposés, rebelote, l'activité, accumulation, peur, panique, burn-out aussi. Donc, vous voyez, ça touche pas que le milieu professionnel, même dans la vie aussi. Alors ici, je profite pour juste vous préciser la différence entre dépression et burn-out, parce que c'est la même symptomatologie, c'est la même chose, sauf que le burn-out, il garde quand même un goût pour une activité extra-professionnelle. C'est la seule bouffée d'oxygène. Mais sinon, pour le reste, c'est identique, c'est pareil. Donc les symptômes sont l'anédoïne, donc ça veut dire vous n'avez de goût à rien, plus envie de rien, dégoût complet. La baisse de l'estime de soi, donc vous avez tendance à vous rabaisser. Troubles de la concentration et de la mémoire. Vous ressentez l'asthénie, donc fatigue excessive, surtout le matin. Corps et esprit fonctionnent au ralenti. Troubles de sommeil très fréquents. Baisse de la libido. Humeur morose et des idées suicidaires. Alors, ce sont les 9 signes principaux de la dépression et du burn-out. Si on a 5 signes sur les 9, on peut diagnostiquer un burn-out. Alors, si vous avez des idées suicidaires, l'état d'urgence est déclaré. Il faut vraiment voir un médecin d'urgence.
Alors, les 5 signes dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'était les recommandations de l'OMS. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DMS-5, ça c'est connu, de l'Association américaine de la psychiatrie. Alors, pour qu'un burn-out soit diagnostiqué, il faut moins 5 sur des 9 symptômes présents tous les jours pendant 5 jours en permanence. Le traitement curatif consiste à commencer par voir son médecin traitant, ou un médecin de travail, enfin le médecin le plus proche, et celui qu'on peut voir le plus rapidement possible. Il va d'abord évaluer l'état de gravité de votre burn-out. Il peut vous donner un traitement à base d'anxiolytiques ou antidépresseurs. Parfois, dans des cas très très poussés, des stabilisateurs de l'humeur. Il peut vous orienter vers un psy aussi, qui peut vous donner un traitement beaucoup plus adapté à votre cas et vous faire un suivi. Parfois, hospitalisation, quand on détecte des idées suicidaires, par exemple, comme je vous ai dit, hospitalisation, un bon suivi. Sinon, ou avec les médecines douces, surtout l'hypnothérapie, qui a démontré son efficacité et dans ces cas-là, pour un accompagnement en préventif ou en curatif, avec le traitement, bien sûr, le traitement que le médecin a donné. Le suivi peut être fait par un hypnothérapeute, parce que l'hypnothérapie, ça permet de créer un changement. Donc on communique directement avec l'inconscient, le subconscient, et puis on va aller directement dans les croyances, et en modifiant les croyances, en modifiant les schémas neurologiques, on peut modifier l'état du patient. Donc, le terrain anxieux, un terrain qui vit dans la peur, qui ne contrôle plus ses peurs, ses émotions, et bien là, c'est là où on agit. Il y a une action directe pour soit travailler avec l'intelligence émotionnelle et comment éviter qu'une émotion ait un impact important sur notre psyché, soit on va modifier certains schémas, expliquer comment, je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on a anticipé par rapport à la réalité, donner une vision de plus en plus claire pour que les gens n'anticipent plus comme avant et changent leur mode de fonctionnement. Donc, après, il y a le traitement préventif. Donc, en préventif, déjà, comme je vous ai dit, le burn-out, il y a une petite fenêtre par rapport à la dépression, c'est qu'il garde un goût pour une activité extra-professionnelle. Et donc, ils peuvent pratiquer un sport, ils peuvent pratiquer une activité créatrice, comme peinture, musique, un sport, pas forcément un sport intensif, ou en salle, même à la maison, même une petite activité, même une marche, une demi-heure de marche par jour. Ça permet de sécréter beaucoup d'acétylcholine, et donc c'est cette acétylcholine qui va attaquer cette adrénaline, et donc du coup on a un état de bien-être et sur la durée. Donc, en traitement préventif aussi, déjà commencez par redresser votre posture. Quand on est déprimé, on est comme ça. Mais quand on est comme ça, on n'est pas déprimé. On n'est jamais déprimé avec un sourire et avec les épaules bien tirées vers l'arrière. On a envie de respirer, de bouffer la vie. Donc la posture, c'est très très important. Et puis, ayez confiance en vos capacités. Ayez confiance. Vous avez des diplômes, vous avez de l'expérience, vous avez gravé des échelons. Vous êtes bien dans votre poste. Donc, n'ayez pas ce syndrome de l'imposteur. Non, on vous a choisi pour vos capacités, pour vos qualités et votre compétence. Donc, soyez satisfait de ça. Quand vous réalisez un résultat, même si le résultat n'est pas conforme aux attentes, soyez satisfait de ce résultat. Vous avez réalisé quand même quelque chose. Parlez-vous à la troisième personne. Dites-vous, oui Riyad, tu es capable, tu vas réussir, tu as déjà réussi, tu as déjà surmonté plusieurs caps, aucune raison de baisser les bras aujourd'hui. Allez-y. Il faut s'encourager, mais se parler à la troisième personne. Parlez de vos soucis. Dès que vous avez des soucis, parlez de ces soucis avec vos collègues,
avec votre responsable, parlez avec vos amis. C'est très important d'en parler parce que ça permet de dégager. Valorisez-vous en permanence, surtout en dehors du travail. Ça permet de gagner en confiance en soi. Il faut bien dormir et avoir une bonne hygiène de vie. Travaillez sur votre confiance en vous. Travaillez avec un coach, travaillez avec un hypnothérapeute. C'est très très utile parce que ça vous permet de vous repêcher au moment où vous êtes sur le point de plonger. Alors moi je dis, seuls les gens qui sont courageux pensent à la thérapie. Parce que beaucoup de gens mettent leurs problèmes derrière. Alors première étape pour résoudre un problème, c'est de le mettre devant soi. C'est de regarder et d'essayer de trouver une solution. Mais si on le met ici, on le voit, on fait style, on ne s'en occupe pas, et c'est ça le danger. Le danger, c'est qu'un jour, tout va s'accumuler, et là, on va avoir le choc de notre vie. D'où l'intérêt de mettre son problème devant soi. En parler, essayer de trouver des solutions. Et si on n'arrive pas tout seul, on se fait accompagner. On demande de l'aide. Et c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Alors, juste au niveau de l'entreprise, en préventif par rapport à la direction, il faut revoir les méthodes managériales. On sait très bien aujourd'hui que la pression ne donne pas des bons résultats. Ça, c'est un classique et c'est un peu partout pareil. Les grandes sociétés, les laboratoires pharmaceutiques, la grande distribution, pression, pression, pression. Alors, pression n'a jamais donné des résultats. Aujourd'hui, on a des meilleurs résultats avec la gratitude, l'encouragement, l'accompagnement. Au niveau d'entreprise aussi, par rapport à la direction, il faut proposer des formations à vos salariés. Parce que ça permet de décrocher, de sortir de cette bulle stressante, d'apprendre une chose nouvelle, améliorer ses techniques. C'est important de proposer des formations. Et vous avez les aides de l'État, vous avez les comptes professionnels pour la formation. Donc ça, il faut profiter et ça permet très très bien, enfin, c'est une bonne solution pour aider les salariés à ne pas sombrer dans le burn-out. Mettre en place des coachings, des coachs modernes. Des coachs qui peuvent accompagner en groupe ou individuellement. C'est la solution moderne aujourd'hui pour tous ceux qui veulent réussir. Vous ne les voyez pas, ils sont à l'arrière-plan, mais tous ceux que vous voyez réussir, ils ont un, voire plusieurs coachs derrière. Et le coaching, pour certains, c'est inévitable. Alors pour terminer, je voudrais vous rassurer que des solutions, ça existe. Sans passer par des médicaments lourds et qui risquent de nous donner plus d'effets secondaires et d'effets indésirables. On peut passer par la médecine douce, l'hypnothérapie en l'occurrence. Donc les solutions, ça existe, il faut juste avoir le courage de frapper à la bonne porte. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors je vous donne rendez-vous très très vite pour la prochaine. Et puis d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.